Les hurlements déchirants du petit Marco résonnaient contre les murs de marbre blanc de la luxueuse villa, un son brut qui brisait la perfection minimaliste de cette maison qui ressemblait davantage à une clinique qu'à un foyer. L'enfant, 8 ans à peine, et une terreur dans les yeux qu'aucun sédatif ne parvenait à apaiser, s'était recroquevillé dans un coin de sa chambre, refusant tout contact avec son père, le célèbre chirurgien Alessandro Conti. Alessandro, sa blouse blanche encore sur le dos et la frustration battant à ses tempes, tentait de saisir la cheville de son fils pour l'examiner, mais chacune de ses tentatives déclenchait de nouvelles crises de larmes hystériques. Personne ne pouvait l'approcher, pas même l'infirmière privée. C'est alors que Sofia, la nouvelle gouvernante embauchée depuis 3 jours à peine, entra dans la pièce à pas de velours, apportant non pas des médicaments, mais un vieil ours en peluche qu'elle venait de raccommoder de ses mains expertes d'ancienne couturière. Sofia ne se dirigea pas vers l'enfant avec l'autorité d'un adulte. Elle s'agenouilla à distance, se mettant à son niveau, et commença à parler d'une voix basse et rythmée, avec cet accent chantant du sud qui sonnait comme une berceuse ancienne. « Regarde Marco, l'ours n'a plus de bobo », chuchota-t-elle en montrant la peluche. Marco cessa de hurler une seconde, intrigué. Sofia profita de cet unique instant de trêve pour s'approcher, non pour le contraindre, mais pour effleurer délicatement ce pied nu qui palpitait de douleur. D'une manœuvre presque imperceptible, elle massa un poing sous la voûte plantaire, dénouant un spasme musculaire avec une précision qui laissa Alessandro sans voix. En moins d'1 minute, la respiration de Marco s'apaisa, ses épaules se détendirent, et il se laissa tomber dans les bras moelleux, parfumés de lessive propre, de cette femme qui, un instant plus tôt, n'était qu'une étrangère. Si toi aussi tu penses que parfois, une caresse vaut mieux que 1000 médicaments, c'est le moment de nous rejoindre. Nous essayons d'atteindre notre rêve de 1000 abonnés et il n'en manque vraiment plus beaucoup. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et écris en commentaire « Courage Marco » pour envoyer un câlin virtuel à cet enfant. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Alessandro Conti observa la scène avec un mélange de soulagement et d'agacement professionnel. Lui, le sommité qui avait reconstruit les chevilles des stars du football et des danseuses de l'opéra, ne parvenait pas à comprendre ce qu'avait son fils. Les radios étaient parfaites, les IRM immaculés, et pourtant Marco boitait visiblement et hurlait de douleur chaque fois qu'il posait le pied par terre. Pour Alessandro, homme de science, s'il n'y avait pas de cause visible sur les clichés, le problème devait être dans la tête de l'enfant, un diagnostic commode qui l'absolvait de son impuissance, mais qui creusait un abîme entre lui et son fils. Il passa une main dans ses cheveux grisonnants, regardant cet enfant devenu pour lui une énigme insoluble, un échec vivant marchant dans sa maison parfaite. Dans ce moment de calme apparent, la porte s'ouvrit à nouveau et Isabella entra. La fiancée d'Alessandro, une femme d'une beauté glaciale et impeccable, tenait à la main l'objet de la terreur. Une paire de chaussures orthopédiques sur mesure, en cuir rigide avec des fermetures velcro renforcées. Isabella sourit avec une douceur qui n'atteignait jamais ses yeux. Un sourire étudié d'ancienne kinésithérapeute qui sait exactement comment manipuler les émotions d'autrui. « Oh, pauvre petit cœur !» dit-elle d'une voix mielleuse en s'approchant du lit. « C'est l'heure de mettre les chaussures magiques. Tu sais que papa les a fait faire exprès pour te guérir. Si tu ne les mets pas, tes petites jambes ne deviendront jamais fortes. » À la vue des chaussures, le corps de Marco se raidit à nouveau, comme s'il avait vu un instrument de torture médiévale. Sofia, qui caressait encore la tête de l'enfant, sentit le rythme cardiaque de Marco s'accélérer violemment sous sa paume. Il y avait quelque chose de profondément faux dans la réaction de l'enfant. Ce n'était pas le caprice de celui qui refuse des chaussures inconfortables, c'était la panique pure de celui qui sait qu'il va être blessé. Sofia observa les chaussures dans les mains soignées d'Isabella. Elles ressemblaient à des chefs-d'œuvre d'ingénierie orthopédique, brillantes, coûteuses, parfaites. Mais les yeux de Sofia, habitués à scruter les coutures pour trouver les défauts cachés, remarquèrent comment Isabella les serrait. Elle les tenait avec une possessivité étrange, presque maniaque, comme s'il s'agissait de bijoux précieux et non de prothèses médicales. « Peut-être pourrions-nous le laisser pieds nus encore un peu, mademoiselle Isabella ?» osa proposer Sofia, sentant l'instinct de protection monter en elle. L'enfant semble aller bien maintenant qu'il est sans elle. Isabella se retourna brusquement. Le sourire doux disparut en une fraction de seconde, remplacé par un regard de glace pure. « Vous êtes ici pour faire la poussière, Sofia.
Pas pour donner des avis médicaux, répondit-elle sèchement, avant de se tourner vers Alessandro, avec un air de supplication victimaire. Mon amour, tu vois, si on le gâte, il ne guérira jamais. La thérapie doit être constante. Aide-moi à le tenir, s'il te plaît. Je fais ça uniquement pour son bien. Ça me brise le cœur de le voir. Ainsi, mais nous devons être forts pour lui. Alessandro, manipulé par la culpabilité et la logique clinique de sa fiancée, acquiesça gravement. Isabella a raison. Marco, assez de comédie, ordonna-t-il d'une voix ferme. Alors que le père maintenait les épaules de son fils qui recommençait à pleurer désespérément, Isabella enfila les chaussures aux pieds de l'enfant avec des gestes rapides et décidés. Sofia observa la scène depuis le coin de la pièce, se sentant inutile, mais son regard ne perdit pas un détail. Elle remarqua qu'au moment exact où Isabella pressa la semelle contre le pied de Marco, l'enfant eut un sursaut violent, un réflexe involontaire de douleur aiguë, comme s'il avait été piqué par une guêpe invisible. « Et voilà !» dit Isabella, serrant le velcro avec satisfaction. « Maintenant, marche !» Marco se leva en tremblant, le visage inondé de larmes. Il fit un pas et son visage se tordit dans une grimace d'agonie. Il boitait visiblement, traînant la jambe gauche, comme si elle était de plomb. « Bravo, Trésor, tu vois? Tu vas déjà mieux !» mentit Isabella en lui caressant la tête, tandis qu'Alessandro regardait sa montre, soulagé que la scène soit finie. Mais Sofia n'était pas convaincue. En sortant de la chambre pour aller préparer le petit déjeuner, elle se retourna une dernière fois. Elle vit Isabella ajuster les chaussures aux pieds de Marco avec un soin excessif, presque comme si elle voulait s'assurer qu'elles étaient positionnées au millimètre, près. Et à cet instant, dans l'esprit de la couturière, naquit un soupçon terrible. Et si le problème n'était pas dans le pied de l'enfant, mais dans ce qui l'enveloppait? Cette question se planta dans sa tête comme une épingle, et Sofia se jura de découvrir la vérité, quitte à démonter cette maison pièce par pièce. Dans les jours qui suivirent, Sofia commença à cataloguer la douleur de Marco avec la même précision qu'elle mesurait autrefois les tissus. Elle remarqua un schéma sans équivoque, un rythme cruel qui cadençait les journées dans la villa. Le matin, quand Marco descendait prendre le petit déjeuner pieds nus ou en chaussettes, c'était un enfant presque normal. Il riait, mangeait ses céréales avec appétit, ses yeux brillaient. Mais à l'instant précis où le velcro des chaussures orthopédiques émettait ce bruit de déchirement, la lumière s'éteignait. L'enfant blêmissait, commençait à avoir des sueurs froides et sa posture changeait instantanément, se voûtant comme un vieillard, écrasé par un poids invisible. Ce n'était pas juste de l'inconfort, c'était de la torture. Sofia voyait les mains de l'enfant se serrer jusqu'à ce que les jointures blanchissent chaque fois qu'il posait le talon au sol, un détail que le père, perdu dans ses dossiers médicaux, ne saisissait pas. Isabella orchestrait ce théâtre de la douleur avec une maestria effrayante. Elle s'était taillé le rôle de la martyre, la seule capable de gérer la condition difficile de son beau-fils. Sofia nota, avec horreur, comment la femme manipulait chaque interaction. « Tu vois, Alessandro ?» disait Isabella d'une voix inquiète, montrant Marco qui se traînait en pleurant vers la voiture. « Son seuil de douleur est inexistant. C'est psychologique, chérie. Il cherche à attirer l'attention parce que sa mère lui manque. Nous devons être rigides avec la thérapie, ou il restera estropié à vie. » Alessandro, dévoré par la culpabilité et aveuglé par l'amour pour cette femme qui semblait avoir pris en charge son fardeau, hochait tristement la tête, se persuadant que la cruauté était nécessaire à la guérison. Un après-midi, alors qu'Alessandro était dans son bureau à réexaminer pour la 100e fois les radios parfaites de Marco, Sofia ne put plus se taire. Elle entra en apportant un café, mais ses mains tremblaient. « Docteur », commença-t-elle, cherchant les mots justes, « excusez-moi si je me permets, j'ai fabriqué des chaussures toute ma vie au pays. Parfois, même le cuir le plus souple peut avoir un défaut interne, un grumeau de colle, une couture ratée. Je vois comment Marco hurle. Ce n'est pas un caprice. Il y a quelque chose dans ces chaussures. Laissez-moi jeter un œil. Je pourrais découdre la semelle et vérifier. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte du bureau s'ouvrit à la volée et Isabella entra, ayant tout écouté derrière la porte entr'ouverte, prête à attaquer comme un serpent défendant son nid. « Tu as entendu, Alessandro ?» s'exclama Isabella avec un rire nerveux et strident, posant une main sur l'épaule de son compagnon. « Notre gouvernante se prend maintenant pour un technicien orthopédiste. Imagine, mon amour, elle veut découdre des chaussures à 2000 € que tu as fait concevoir en Suisse.
Elle veut détruire ton travail en se basant sur quoi? Sur ses sensations de couturière de village? Isabella savait exactement où frapper. L'ego professionnel d'Alessandro. L'idée qu'une femme sans instruction remette en question son diagnostic médical et la qualité des équipements qu'il avait lui-même approuvés était une insulte intolérable à son autorité. La manipulation fonctionna à l'instant, transformant le doute légitime de Sofia en un acte d'insubordination. Alessandro se leva de son bureau, le visage sombre d'irritation. Il regarda Sofia de haut, rétablissant les distances sociales qu'il avait oubliées un instant. « Sofia, j'apprécie votre imagination. Mais ici nous parlons de médecine, pas de raccommodage, dit-il d'une voix glaciale et tranchante. Ces chaussures sont le seul espoir que mon fils a de marcher correctement. Si je vous vois les toucher, ou si j'apprends que vous mettez dans la tête de Marco ces idées ridicules que les chaussures sont cassées, je serai contraint de vous licencier sur le champ. Est-ce clair? Sofia encaissa le coup en silence, baissant les yeux, mais en elle, la flamme du soupçon devint un incendie. Elle avait vu la terreur dans les yeux d'Isabella quand elle avait mentionné la semelle. Ce n'était pas de la moquerie de la part de la marâtre, c'était la peur d'être découverte. À partir de ce jour, la vie de Sofia devint un enfer. Isabella entama une guerre froide et silencieuse. Elle lui assignait les tâches les plus dégradantes, la faisait travailler tard et surtout lui interdisait d'approcher la chambre de Marco quand elle était présente. « L'enfant est instable, ta présence l'agite, » disait-elle. Mais Marco empirait à vue d'œil. La douleur constante le consumait. Il ne mangeait plus, avait cessé de parler et ses yeux étaient devenus depuis vides de résignation. Un soir, Sofia le vit assis sur le canapé en train de se masser frénétiquement le pied après qu'Isabella lui eut retiré les chaussures. Il y avait une rougeur étrange sur le talon, un point précis enflammé qui disparaissait après quelques minutes. Ce n'était pas un défaut de posture, c'était une lésion mécanique ponctuelle. Sofia comprit qu'elle ne pouvait pas attendre un miracle. Elle devait agir. L'injustice de voir cet enfant torturé sous le nez de son père, l'homme qui aurait dû le protéger plus que quiconque, lui donna un courage désespéré. Isabella gardait ses chaussures comme s'il s'agissait du Saint Graal. La nuit, elle les enfermait à clé dans un placard du couloir, et le jour, elle ne les perdait jamais de vue. Pourquoi tant de sécurité pour une paire de chaussures orthopédiques? Qui avait-il là-dedans qui ne pouvait être vu? Sofia décida que cette nuit-là, pendant que la maison dormait, elle ferait l'impensable, elle volerait une chaussure. Elle savait que si elle était découverte, elle finirait en prison. Mais la vie de Marco valait ce risque. Elle attendit 3 heures du matin. La villa était plongée dans un silence tombal, brisé seulement par le bourdonnement du réfrigérateur high-tech. Sofia sortit de sa petite chambre de service, marchant pieds nus pour ne pas faire de bruit sur le sol en marbre. Son cœur battait dans sa gorge comme un tambour fou. Elle arriva devant le placard du couloir du premier étage. Isabella, dans son arrogance, avait laissé la clé dans la serrure ce soir-là, peut-être trop sûre de sa domination absolue ou distraite par le champagne bu au dîner. Sofia tourna la clé. Le déclic résonna dans le couloir vide comme un coup de feu. Elle se figea, retenant son souffle, s'attendant à voir Alessandro ou Isabella surgir de leur chambre. Rien. Elle ouvrit la porte et les vit. Les deux, chaussures noires, brillantes, malignes, posées sur une étagère comme des idoles païennes. Elle tendit une main tremblante vers la chaussure droite. Au toucher, elle semblait normale, cuir rigide, semelle en gomme et liège. Mais il y avait un poids étrange, une aura de malveillance qui lui faisait fourmiller les doigts. Elle devait la porter à la cuisine, sous la lumière forte, pour l'examiner avec ses outils de couture. Mais juste au moment où elle serrait la chaussure contre sa poitrine, une lumière s'alluma au fond du couloir. La porte de la chambre parentale s'ouvrit. Sofia eut juste le temps de se glisser dans une niche derrière une grande plante ornementale, le cœur explosant dans sa poitrine. Isabella sortit de la chambre, en peignoir de soie, se dirigeant vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Elle passa à quelques centimètres de la cachette de Sofia. La gouvernante pouvait sentir le parfum coûteux de la marâtre, une odeur sucrée qui lui donnait la nausée. Isabella s'arrêta devant le placard. Elle vit la porte entr'ouverte. Elle se raidit. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-elle dans le noir, la voix non plus douce, mais sifflante et dangereuse. Sofia serra la chaussure contre son corps, priant tous les saints qu'elle connaissait. Si Isabella la trouvait là, la chaussure à la main, elle inventerait une histoire de vol, la ferait arrêter, et Marco resterait seul avec son monstre pour toujours.
Isabella resta immobile pendant une minute éternelle, scrutant les ombres, ses yeux brillant dans le noir comme ceux d'un chat prédateur. Puis, pensant peut-être avoir oublié elle-même la porte ouverte, elle la referma d'un coup sec, tourna la clé et la mit dans sa poche, retournant dans sa chambre. Sofia était sauve, mais elle avait échoué. Elle n'avait pas la chaussure, mais elle avait vu la peur pure sur le visage d'Isabella. Désormais, elle en était certaine. Le secret était là-dedans, et la prochaine fois, elle n'échouerait pas. L'aube se leva sur Rome, grise et lourde, reflétant l'humeur noire qui régnait dans la villa. Le petit déjeuner fut un rite silencieux et tendu, avec pour seul bruit les couverts en argent heurtant la porcelaine. Marco ne toucha pas à sa nourriture, ses yeux fixés avec terreur sur les chaussures noires posées près de la porte d'entrée, comme deux gardiens démoniaques attendant leur victime. Alessandro regardait sa montre nerveusement. Ils étaient en retard pour l'école et pour sa première consultation à la clinique. La patience du chirurgien, érodée par des mois de pleurs inexplicables et de nuits sans sommeil, ne tenait plus qu'à un fil, prête à rompre au premier signe de résistance de son fils. « Allons, Marco, mets-tu tes chaussures, maintenant », ordonna Alessandro d'une voix sèche en se levant de table. Isabella se leva immédiatement, prenant les chaussures avec cette efficacité attentionnée qui, aux yeux de Sofia observant depuis la cuisine, ressemblait désormais à la froideur d'un bourreau préparant la guillotine. « Viens ici, mon amour », dit Isabella doucement, s'agenouillant devant l'enfant qui avait commencé à trembler comme une feuille. « Faisons vite, comme ça papa ne se fâche pas. » Marco retira ses pieds, commençant à pleurnicher ce « Non, non, ça fait mal » qu'il répétait comme un mantra désespéré chaque matin. Alessandro explosa. La frustration de se sentir impuissant comme médecin et raté comme père se transforma en rage aveugle. « Assez de cette comédie » hurla-t-il, faisant sursauter tout le monde dans la pièce. « Ce sont des chaussures orthopédiques, Marco. Elles servent à te faire marcher, pas à te torturer. Isabella, tiens-le, je vais lui mettre moi-même. » Alessandro se pencha, saisissant la cheville fine de son fils avec une poigne de fer, ignorant les cris de l'enfant qui s'agrippait à sa chaise. Isabella sourit imperceptiblement, tout en bloquant les épaules de Marco, ses yeux brillants de triomphe. Elle avait réduit le père à devenir le tortionnaire de son propre fils. C'est à ce moment-là, alors qu'Alessandro s'apprêtait à forcer le pied de l'enfant dans le piège de cuir, que Sofia fit irruption dans le salon. Ce n'était plus la gouvernante invisible, c'était une furie. « Arrêtez! N'osez pas lui mettre cette chaussure !» cria-t-elle d'une voix si puissante et impérieuse qu'Alessandro se figea en plein geste, choqué par l'audace de la femme. « Sofia, vous êtes devenue folle ?» grogna-t-il, rouge de colère. « Retournez à la cuisine ou quittez cette maison pour toujours. » Mais Sofia ne recula pas. Elle s'avança vers eux, sortant de la poche de son tablier son découseur, un petit outil de couturière à lame courbe et tranchante. Isabella poussa un cri théâtral, feignant de protéger Marco. « Elle est armée! Alessandro appelle la police! Elle est folle !» Mais Sofia ignora la femme et se jeta non pas contre les gens, mais contre l'objet. D'un mouvement fulgurant, elle arracha la chaussure gauche des mains d'Alessandro, qui était resté pétrifié par la scène surréaliste. « Vous avez regardé les os, docteur ?» haleta Sofia, ses mains travaillant frénétiquement sur la chaussure. « Vous avez regardé les nerfs, mais vous n'avez jamais regardé où le pied se pose. » Sans demander la permission, Sofia enfonça la lame du découseur à l'intérieur de la chaussure. Le bruit du cuir qu'on coupe fut strident dans le silence soudain de la pièce. Alessandro fit mine de l'arrêter, mais quelque chose dans le ton de la femme le retint. Sofia fit levier avec force, ses poignets robustes de travailleuse forçant contre la colle industrielle, et d'un coup violent, elle arracha l'épaisse semelle intérieure en cuir. Ce qui apparut en dessous glaça le sang dans les veines du grand chirurgien. Là, incrusté avec une précision diabolique dans le liège de la semelle, il y avait un petit disque de plastique rigide. Et au centre exact du disque, invisible au toucher superficiel, mais mortel sous le poids du corps, pointait la moitié d'une aiguille à coudre brisée. La pointe métallique était tournée vers le haut, positionnée au millimètre près pour coïncider avec le centre du talon de Marco. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie de la torture, assez courte pour ne pas perforer la peau profondément en laissant des plaies sanglantes, mais assez longue pour appuyer violemment sur le nerf calcanéen à chaque pas. Alessandro resta immobile, fixant ce petit point métallique qui scintillait à la lumière du matin. Son cerveau médical,
traita l'information en une nanoseconde. Il comprit instantanément la mécanique de la douleur, la pression, l'inflammation des tissus mous, l'impossibilité de voir la cause avec une IRM parce que le métal de la structure de la chaussure masquait l'aiguille. Il comprit pourquoi Marco ne hurlait que lorsqu'il marchait. Il comprit que chaque pas de son fils au cours des 6 derniers mois avait été comme marcher sur des clous ardents. Et il comprit que c'était lui qui l'avait forcé à le faire, chaque jour. Tu es choqué par cette découverte. Imagine la douleur d'un père en réalisant la vérité. Si tu retiens ton souffle, laisse un like maintenant pour donner de la force à Alessandro dans ce moment décisif. Abonne-toi à la chaîne pour voir comment la justice triomphera de cette cruauté inouïe. Maintenant, revenons au règlement de compte. Le silence dans la pièce devint assourdissant. Alessandro leva lentement les yeux de la chaussure vers Isabella. La femme avait reculé contre le mur, pâle comme un cadavre, les mains plaquées sur la bouche. Il n'y avait plus de traces de la douce belle-mère, il n'y avait plus qu'un animal piégé. Alessandro se leva, la dominant de toute sa hauteur. La chaussure avec l'aiguille était toujours dans la main de Sofia, une preuve irréfutable. Mais Alessandro n'avait pas besoin de la regarder encore. Il en avait assez vu. Je ne savais pas. Ça doit être les cordonniers. Un défaut de fabrication, balbutia Isabella, la voix aiguë et tremblante, cherchant désespérément une issue. Alessandro, mon amour, tu ne peux pas croire que je... Mais Alessandro fit un pas en avant, et l'air autour de lui sembla vibrer d'une fureur froide et maîtrisée, bien plus effrayante que les cris. Il prit délicatement la chaussure des mains de Sofia et la mit sous le nez d'Isabella. « Un défaut de fabrication ?» murmura Alessandro avec un calme terrifiant. Cette aiguille a été positionnée exactement sur le point de pression du nerf plantaire médial. C'est un point que seul un expert en anatomie connaît. Un point qui provoque une douleur maximale sans laisser de marques externes. Il s'approcha encore plus, envahissant son espace vital. « Tu es kinésithérapeute, Isabella. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as torturé un enfant de 8 ans pour me garder lié à toi, pour jouer l'héroïne qui prenait soin de lui. » Isabella tenta de s'échapper vers la porte, mais Alessandro abattit sa main contre le mur, lui bloquant le passage. « J'ai passé 6 mois à chercher des tumeurs, des maladies génétiques, des neuropathies rares, » continua-t-il, la voix se brisant sous l'horreur. « J'ai drogué mon fils avec des antidouleurs inutiles. Je l'ai grondé parce qu'il pleurait. Et tout ce temps, le monstre n'était pas dans sa jambe. C'était toi. » Les larmes commencèrent à couler des yeux d'Alessandro, non de tristesse, mais de pure rage. « Pars !» dit-il enfin en baissant la voix. « Tu as 10 minutes pour disparaître de ma vie et de Rome. Si je te trouve encore ici quand la police arrivera, je te jure que j'utiliserai chaque centime de ma fortune et chaque contact que j'ai pour m'assurer que tu prennes la perpétuité. Et prie Dieu que je ne te trouve pas avant eux. » Isabella, voyant la lueur homicide dans les yeux de l'homme qu'elle pensait avoir manipulé, ne tenta même plus de jouer la comédie. Elle attrapa son sac dans l'entrée et s'enfuit sans se retourner, courant sur ses talons hauts, comme si le diable lui-même était à ses trousses. Dès que la porte claqua, Alessandro s'effondra. Non pas comme un homme fatigué, mais comme un bâtiment démoli. Il se laissa tomber à genoux devant Marco, qui était resté assis, immobile et confus. Alessandro prit le pied nu de son fils entre ses mains, le traitant comme s'il était en cristal. Il vit le petit halo rouge sur le talon, la marque invisible de la torture subie. « Pardonne-moi, Marco, pardonne-moi » sanglota le père en embrassant ce petit pied blessé. « Papa a été aveugle, papa a été stupide. » Sofia s'approcha silencieusement et posa une main sur l'épaule de l'homme détruit. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement de la compassion. « Vous n'étiez pas aveugle, docteur, » dit-elle doucement. « Vous étiez juste un homme amoureux qui a fait confiance à la mauvaise personne. Mais maintenant, vous avez vu. Et maintenant, vous pouvez le guérir. » Alessandro leva les yeux vers la gouvernante, la seule personne qui avait eu le courage de défier sa science pour sauver son fils. À ce moment, il comprit que cette femme simple aux mains rugueuses avait sauvé sa famille de l'abîme. Alessandro essuya ses larmes et se leva, prenant Marco dans ses bras qui s'accrocha à son cou. « Sofia, » dit-il d'une voix ferme, « jetez ces chaussures, brûlez-les et prenez les clés de la voiture. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école et je ne vais pas à la clinique. Aujourd'hui, nous allons acheter à Marco la paire de baskets la plus colorée, la plus souple et la plus rapide qui existe au monde. » Et alors qu'ils sortirent de la villa, laissant derrière eux l'horreur de ces mois passés,
Marco appuya sa tête sur l'épaule de son père et pour la première fois depuis longtemps, ne pleura pas. Il savait que le cauchemar était fini. Ce même après-midi, dans le jardin à l'arrière de la villa, se déroula un rite presque païen. Alessandro, toujours vêtu de son costume coûteux mais désormais froissé, alluma un feu dans le barbecue en pierre. Non pour cuisiner, mais pour purifier. Il jeta dans les flammes les chaussures orthopédiques à 2000 €, regardant le cuir noir se tordre et brûler, emportant avec lui la fumée noire de la souffrance de son fils. Marco observait la scène en tenant la main de Sofia, et tandis que la semelle fondait en révélant pour la dernière fois l'éclat maléfique de l'aiguille, l'enfant poussa un profond soupir, comme s'il venait de se libérer d'une chaîne invisible. Pas besoin de mots, le crépitement du feu était la seule sentence nécessaire pour effacer le passé. L'étape suivante fut un magasin de sport dans le centre, un lieu chaotique et coloré, l'exact opposé de la clinique stérile. Alessandro dit au vendeur « Je veux les chaussures les plus souples que vous ayez. Je me fiche du support plantaire, ce qui m'importe, c'est que mon fils sourit. » Marco choisit une paire jaune néon, voyante et joyeuse. Quand l'enfant enfila le pied, il hésita une seconde, s'attendant à la pointe de douleur habituelle. Mais quand il appuya son poids et ne sentit que la douceur de la mousse, son visage s'illumina d'une lumière qui valait plus que tous les diplômes d'Alessandro. Il fit un pas, puis deux, et enfin commença à courir entre les rayons, riant aux éclats. Alessandro se couvrit les yeux pour cacher ses larmes. Il avait rendu ses jambes à son fils avec 50 € de caoutchouc et de tissu, là où sa science millionnaire avait échoué. Dans les mois qui suivirent, la villa subit une métamorphose totale. Le silence monacal fut remplacé par le bruit des ballons rebondissant contre les murs et par la musique que Sofia aimait écouter en cuisinant de vrais plats, riches et parfumés, bannissant à jamais les régimes insipides d'Isabella. Alessandro réduisit drastiquement ses horaires à la clinique. Il avait appris la leçon la plus dure de sa vie. Il ne servait à rien de sauver le monde s'il perdait sa propre maison. Il commença à étudier non plus les maladies, mais son fils. Il apprit les noms de ses footballeurs préférés, ses goûts en matière de glace, ses peurs nocturnes. Sofia resta avec eux, non plus comme gouvernante, mais comme une sorte de grand-mère de cœur, la boussole morale qui maintenait la famille sur le bon cap. La justice suivit son cours aussi en dehors des murs domestiques. Isabella, traquée par les preuves accablantes fournies par Alessandro et par le témoignage de la semelle trafiquée, fut arrêtée alors qu'elle tentait de quitter le pays. Le scandale détruisit sa réputation, mais Alessandro ne se souciait pas de la vengeance publique. Sa victoire n'était pas dans un tribunal, mais dans le fait de voir Marco dormir sereinement. Il avait compris que la médecine soigne le corps, mais c'est l'attention aimante qui protège l'âme. Et parfois, pour voir la vérité, il faut avoir l'humilité de regarder le monde non pas du haut d'un piédestal académique, mais d'en bas, à hauteur d'enfant, ou à travers les yeux sages d'une femme qui sait ce qui se cache dans les coutures. Épilogue, 6 mois plus tard. C'est un dimanche de soleil radieux. Nous sommes au bord du terrain d'un tournoi de football junior. L'air sent l'herbe coupée. Alessandro Conti est debout sur la ligne de touche, et il n'a plus l'air du chirurgien distant. Il porte un survêtement et hurle des encouragements comme n'importe quel papa supporter. « Vas-y Marco, cours, cours !» Sur le terrain, le numéro 10, avec ses chaussures jaunes néon désormais salies par la boue et la gloire, file sur l'aile avec une vitesse impressionnante. Pas de traces de boiterie, pas d'hésitation. Marco vole sur l'herbe. Il reçoit une passe haute, contrôle le ballon de la poitrine et tire de volée. Le filet tremble. But. La joie de Marco est incontenable. Il court vers le banc, mais ne s'arrête pas vers l'entraîneur. Il court droit vers son père et saute dans ses bras. Alessandro le serre fort, le soulevant vers le ciel, riant d'un bonheur pur qu'il n'avait jamais connu auparavant. À côté d'eux, assise dans les gradins avec un thermos de thé glacé, Sofia applaudit les yeux humides, souriant avec cette sagesse ancienne de celle qui sait que le bien a triomphé. Tandis que Marco retourne sur le terrain en sautillant, Alessandro s'assoit à côté de Sofia et lui prend la main un instant, un geste de gratitude éternelle. « Regardez comme il court, Sofia », chuchote-t-il. « On dirait qu'il n'a jamais souffert. » Sofia hoche la tête en regardant l'enfant. « Les cicatrices restent, docteur, mais les ailes repoussent plus fortes. Il avait juste besoin d'enlever les cailloux de ses chaussures pour pouvoir voler. La villa n'était plus un hôpital, c'était un foyer. Et eux trois, un père repenti, un fils guéri et une gouvernante héroïque,
étaient devenus la famille la plus étrange et merveilleuse de Rome. Ils avaient appris que le vrai luxe n'est pas le marbre, mais d'avoir quelqu'un qui vérifie vos chaussures avant que vous ne commenciez à marcher. Quelle fin émouvante! Marco a recommencé à courir, et la méchanceté